à être un anglophone. Alors, je m'appelle Piro Ngimbidi, je suis Cloud Support Engineer chez Amazon AWS dans le département de d'IMS. Donc, on est un peu chargé de tout ce qui est serverless. Donc, si quand des gens ont des problèmes avec Lambda, API Gateway, tout ce qui est un peu serverless, nous sommes leur premier point de contact. Nous travaillons en collaboration avec les solution architects, les technical account managers pour voir comment est-ce que nous pouvons aider les clients AWS à pouvoir résoudre leurs différents problèmes. Alors, je suis aussi étudiant en Masters. Je suis en train de faire un Masters en Computer Science avec une spécialisation en robotique à l'université Georgia Information. J'ai oublié encore le nom de ce truc-là, mais généralement on appelle ça GATEC. Donc je me perds généralement un peu dans notre université, mais une très bonne université et un très bon cours. Mais voilà, beaucoup de motos et de très bonnes choses. Donc je suis de base développeur. J'ai touché un peu du code par-ci par-là et j'ai navigué un peu, voilà, beaucoup de choses par-ci par-là, mais je me définis tout simplement comme un fan du PSG, donc Paris Saint-Germain. Donc, si j'ai des fanatiques du Real Madrid et de Barcelone ici, je suis désolé pour vous parce que la Ligue des Champions, ça sera pour nous cette année. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur un sujet très crucial pour toute organisation cherchant à optimiser sa présence dans le cloud, le cloud refactoring. Alors, euh, ce titre résume parfaitement l'objectif principal de notre discussion. Donc, on va voir euh, comment est-ce que nous pouvons recourir pour plus de scalabilité, plus de résilience. Euh, alors, on ne va pas seulement parler de déplacer des applications vers le cloud, mais de les transformer fondamentalement pour qu'elles puissent tirer pleinement parti des avantages du cloud en matière de scalabilité et de résilience. Alors, notre objectif est de vous donner un gros aperçu, mais aussi des outils ainsi que les connaissances nécessaires pour vous permettre de prendre une décision éclairée concernant la modernisation de vos applications dans le cloud. Alors, euh, commençons donc l'exploration. Alors, quels sont les objectifs de la présentation? Le premier objectif, c'est pour nous euh, de comprendre les principes du cloud refactoring. Donc, nous allons clarifier les principes fondamentaux et j'insiste vraiment là-dessus. Je vais revenir tout au long de la présentation pour comprendre que le cloud refactoring, il s'agit pas tout simplement de déplacer une application vers le cloud, mais de repenser et de restructurer une application pour tirer pleinement parti de ses capacités et nous allons discuter des différentes approches et des critères de décision. Ensuite, nous aborderons les bénéfices tangibles que le cloud refactoring peut apporter en mettant l'accent sur la scalabilité et la résilience. Alors, nous verrons comment il permet d'adapter facilement les applications aux variations des charges et d'assurer une disponibilité maximale en cas de panne. Alors, cependant, nous n'allons pas ignorer les défis potentiels, parce qu'il n'y a pas que les bénéfices pour le cloud refactoring, il y a aussi des défis. Alors, il y a notamment la complexité de la refonte de l'application, il y a la nécessité de minimiser les interruptions des services, il y a aussi le temps pour le refactoring. Donc, nous allons voir tous ces aspects. Puis, nous allons nous focaliser sur les bonnes pratiques AWS pour la migration et la modernisation des applications. Nous allons comprendre pourquoi, quand et comment refactoriser efficacement avec AWS. Alors, AWS offre un large éventail de services et d'outils pour faciliter le cloud refactoring et nous examinerons les meilleures stratégies pour les utiliser de manière efficace. Enfin,
nous passerons à une présentation démo pour illustrer concrètement ces concepts. Évidemment que voilà, ça sera une sorte de condensé parce que on n'aura pas suffisamment de temps pour vraiment aller dans le détail pour voir comment ça fonctionne. Mais on va faire un condensé qui va nous permettre vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Donc, nous allons voir nous allons avoir un aperçu du découplage d'une application en container, euh, du déploiement des composants comme les API Gateway, des sites statiques, une table de DynamoDB et des fonctions lambda. Si vous avez participé à une des sessions que j'ai vues sur le compte LinkedIn, je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé de comment déployer une application serverless. Donc, ça va pas être Allô, quelque chose de... Nimi. Bonjour. Nathan, Monsieur qui a laissé ça. Oui. vous avez laissé votre Il a- micro ouvert ou bien vous avez une question? Je Je, viens de muter. Je viens de muter. je crois qu'il a laissé son micro ouvert Alors, donc, Oui. ouais, donc, je disais que, évidemment, que nous allons, si vous avez participé à cette session-là, ça va pas être quelque chose de nouveau pour vous, mais ici, on va voir un peu comment est-ce que cela participe au cloud refactoring. Euh, donc, cela vous donnera un peu une vision claire de la façon dont le cloud refactoring peut vraiment être appliqué dans un environnement AWS. Alors, qu'est-ce que le cloud refactoring? Donc, euh, on va se plonger un peu dans le cœur du sujet pour comprendre vraiment qu'est-ce que le cloud refactoring. Alors, avant d'aller vraiment, de comprendre d'abord c'est quoi le cloud refactoring, nous allons un peu parler des approches de cloud migration. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que il y a plusieurs approches de migration vers le cloud et le cloud refactoring en fait partie. Donc, nous allons ici examiner les quatre principales approches de migration vers le cloud. Il y a ce qu'on appelle le réhébergement ou lift and shift. Alors, ceci consiste tout simplement à déplacer vos applications vers le cloud sans modification majeure. Donc, par exemple, dans le cas, vous avez un serveur web on-premises, donc voilà, dans votre entreprise ou votre data center, ça dépend. Vous décidez de la migrer vers le cloud. Donc, dans ce cas ici, vous prenez un serveur, une instance ici tout, avec les mêmes capacités ou avec meilleures capacités ou derrière un load balancer comme vous voulez. Vous remettez la même configuration, vous mettez l'application. Donc, c'est euh, c'est tout simplement, donc vous prenez l'application, vous ne changez rien, elle fonctionne comme elle était avant. Alors, l'avantage, c'est que c'est rapide, c'est vraiment rapide et minimalement perturbateur. Donc, vous n'avez presque pas de perturbation parce que, voilà, vous ne changez pas grand-chose. Mais, alors, les inconvénients de cette méthode, c'est que vous n'allez pas tirer vous n'allez pas tirer pleinement parti des avantages du cloud. Donc, avec ça, vous allez juste, voilà, vous allez tirer des avantages, on va dire, un peu minimes, mais évidemment que le cloud, vous allez toujours avoir quelques avantages, mais ils sont un peu minimes. Ensuite, nous avons le replatforming, qu'on appelle autrement lift, tweak and shift. Alors, celui-ci implique donc quelques optimisations pour s'adapter à l'environnement cloud. Donc, dans ce cas ici, par exemple, on se dirait, bon, on va changer un peu quelques trucs. On va dire, bon, alors dans ce cas, on va avoir un EC2 instance. On va, par exemple, dire, bon, on va le coupler avec d'autres services. Au lieu, par exemple, d'utiliser un hébergeur que nous avions, on peut utiliser peut-être Route 53. On peut se dire, bon, cette fois-ci, on va essayer d'utiliser un peu le, le, le CDN d'Amazon pour essayer d'améliorer un peu peut-être notre réponse vers nos utilisateurs. Donc, alors, l'avantage de celui-ci, c'est que voilà, il vous permet de garder un certain équilibre entre rapidité et optimisation. Donc, vous allez aller très rapidement et vous allez avoir la possibilité d'optimiser votre application pour le cloud. Alors, les inconvénients, c'est quoi? C'est que, évidemment, l'optimisation va être limitée
parce que on aura toujours un tout petit peu ce blocage ou cette limite parce que on n'a pas vraiment retravaillé l'application à fond pour s'adapter aux besoins du cloud. Du cloud. Donc, je pense que c'est un peu ça, le replatforming. Alors, il y a notamment le refactoring, ou on peut aussi appeler re-architecting. Donc, nous allons parler vraiment en détail de refactoring dans les slides qui suivent, donc je ne vais pas vraiment m'attarder sur le refactoring ici. Et enfin, nous avons le réachat ou repurchasing. Donc ici, c'est tout simplement quand on se décide de remplacer une application existante par une version SAS, ou qu'on appelle autrement Software as a Service. Donc vous avez des cas comme euh, Salesforce, vous avez les cas comme le Office 365, vous avez l'Exchange, G Suite. Donc tout ça là, c'est tout simplement, on se dit, bon, OK, j'avais par exemple un serveur de mail, j'avais ceci, cela, j'avais ceci, cela. Je me dis, bon, OK, au lieu de migrer tout ça là vers le cloud, je vais tout simplement, au lieu d'avoir de gérer mes mails ou bien de gérer, d'avoir un serveur des fichiers qui me permet de gérer mes fichiers, je vais aller vers Office 365 qui me donne par exemple la possibilité de pouvoir stocker mes fichiers ou bien je vais aller sur G Suite qui me permet par exemple d'avoir Google Drive, ainsi de suite. Donc, ça, c'est aussi une approche de migration vers le cloud. Alors, le choix de l'approche va vraiment dépendre de plusieurs critères clés, mais le plus important, c'est qu'il faut s'aligner, il faut vraiment s'aligner sur les objectifs de l'entreprise en tenant compte de la complexité de l'application de l'entreprise, en tenant compte de la complexité de l'infrastructure de l'entreprise, des contraintes budgétaires, des contraintes temporelles, des compétences de l'équipe, ainsi que des exigences en matière de sécurité et de conformité. Donc, bref, il y a beaucoup à considérer avant de pouvoir prendre une décision sur quelle approche de cloud migration nous pouvons adopter. Alors, le cloud, est-ce une terre promise? Parce qu'on nous a vraiment promis de très belles choses pour le cloud, mais nous allons voir, est-ce vraiment une réalité ou bien tout simplement une utopie? Alors, qu'est-ce que nous avait promis pour le cloud? On nous a dit non, voilà, la vision du cloud, c'était une volatilité infinie, des ressources à la demande et d'économies de coûts vraiment incroyablement attrayant. Et donc, bon, quand vous parlez à quelqu'un, quand on m'a vendu, par exemple, moi, le cloud pour la première fois, je me suis dit, mais c'était waouh, waouh, waouh. Mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité? Euh, je pense que tous ici, nous sommes des fans de cloud et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de froisser leur visage et se disent, oui, 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 effectivement, c'est la réalité. Mais voyons voir, est-ce que c'est vraiment la réalité? Alors, évidemment que le cloud tient effectivement ses promesses. Cependant, la réalité pour de nombreuses organisations, c'est, elle est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que beaucoup d'organisations pensent que migrer vers le cloud, c'est tout simplement faire du lift and shift, donc prendre les applications existantes et les migrer vers le cloud. Mais cela ne débloque pas magiquement les avantages du cloud. Au contraire, nous constatons souvent une expansion du cloud, des ressources sous-utilisées et même des augmentations de coûts inattendues. Eh bien, pourquoi? Parce que nos applications n'ont pas été conçues pour l'architecture unique du cloud. Donc, pour résumer cette petite slide, ça veut dire que évidemment que la promesse du cloud, elle est bien tenue, mais c'est tout simplement les entreprises qui ne s'adaptent pas pour pouvoir profiter réellement des avantages et de tous les bénéfices qu'offre le cloud. Alors, donc, c'était pour moi important de pouvoir euh, définir un peu ce cadre. Alors, mais on va maintenant aller un peu, on va parler de la dette technique.
Alors, vous allez comprendre tous ces termes quand on va encore un peu avancer. Alors, c'est quoi la dette technique? Alors, euh, la cause profonde de la dette technique euh, ou bien du problème des entreprises qui n'arrivent pas à tirer vraiment avantage du cloud, euh, dans, dans, dans la plupart des cas, vraiment, c'est la dette technique. Alors, c'est quoi la dette technique? Alors, donc, tout comme la dette financière, la dette technique, elle s'accumule, en tout cas lorsque nous prenons des raccourcis et que nous reportons les améliorations nécessaires ou que nous nous contentons tout simplement de faire du lift and shift, prendre, lever et déplacer nos applications héritées sans les adapter. Donc, on va se retrouver euh, dans le cloud. Cette dette va se manifester par des architectures monolithiques. Ça veut dire que vous avez, dans un environnement distribué, mais vous avez des architectures monolithiques qui vont lutter dans cet environnement distribué en ignorant les services natifs du cloud et leurs avantages en termes d'efficacité. Donc, vous allez trouver quelqu'un qui est dans le cloud, mais qui a une instance EC2 sur laquelle il a installé une base de données, sur laquelle il a installé un serveur web Apache, sur laquelle il a installé un serveur de fichiers avec autant de trucs. Donc, vous pouvez vous imaginer que cette personne estime être dans le cloud, mais ne tire aucun avantage du cloud tout en sachant tous les services que peuvent offrir le cloud pour lui faciliter la tâche. Donc, on se retrouve avec un environnement avec un couplage étroit qui vraiment empêche l'évolution indépendante et parfois avec vraiment des bases de code héritées. Donc, on prend l'ancien code, on le met dans le cloud et cela représente un peu une sorte d'encre qui ralentissent vraiment l'innovation. Et cette dette technique a un impact direct sur notre capacité à atteindre vraiment une véritable évolutivité et résilience. Donc, euh, ça, c'est vraiment un peu pour enlever un peu l'idée que, voilà, le cloud, c'est magique. Vous prenez votre application, vous la mettez sur le cloud et puis, pouf, avec une baguette magique, elle devient résiliente, elle devient ceci, cela, avec tout ce on nous promet pour le cloud. Non, si vous ne réglez pas votre dette technique, si vous ne adaptez pas votre application pour le cloud, eh bien, vous n'allez pas profiter des avantages du cloud. Oui, Monsieur Alors, Gilbert, je vous écoute. monsieur Pierrot, moi j'ai une question par rapport plutôt au coût. Alors, vous aviez partagé les différents moyens pour faire la migration dans le cloud, mais en fait, Oui. par rapport au coût, quel type de migration vous coûte très cher ou moins cher? En fait, quels sont les critères de sélection des différents types de migrations que vous avez partagés? Merci beaucoup pour votre question. Évidemment que nous allons parler de cet aspect. Le prix, il n'y a pas une migration qui coûte moins cher et une qui coûte plus cher. Tout dépend de l'analyse faite pour pouvoir capitaliser sur le prix. Donc, pour une certaine entreprise, le lift and shift coûterait moins cher. Pour une autre entreprise, le serverless, par exemple, coûterait moins cher. Pour une autre, par exemple, le SaaS coûterait moins cher. Donc, il n'y a pas, comme on dit, set in the stone, donc genre déjà défini pour dire que quand vous allez avec cette option, elle va vous coûter moins cher ou cette-ci, elle va vous coûter plus cher. Non, cela va dépendre vraiment de l'analyse que vous faites en avant. C'est pour cela que nous insistons sur la dette technique parce que si vous ne prenez pas le temps de faire une analyse approfondie, cela ne va pas vous permettre de bénéficier des avantages du cloud. Ça veut dire que vous allez vous retrouver, par exemple, avec une instance EC2 qui va vous coûter beaucoup d'argent, tandis que, par exemple, si vous aviez utilisé une instance RDS ou bien si vous avez utilisé, par exemple, une table DynamoDB, ça vous coûterait moins cher. Donc, c'est tout simplement, ça dépend de la stratégie que vous adoptez sur base de la réalité de votre entreprise. Donc, il n'y a pas une approche qui est plus chère ou une approche qui est moins chère. Donc, cela vraiment dépend de votre application. Oui, Monsieur Je suis Gilbert, j'ai vu désolé vous de avez encore. rebondir encore. Oui, Je suis désolé de rebondir encore sur la même question. Peut-être que je n'ai pas allez-y. bien saisi. Oui, J'ai reposé la question pour les petites entreprises, en fait.
Parce qu'il y a Mhm. beaucoup de petites entreprises qui posent la question, bon, moi, je suis une start-up, je n'ai pas beaucoup d'argent. Est-ce que je saurais vraiment migrer généralement d'un plan d'hébergement mutualisé, comme le proposent certains providers, comme Hostinger. Vraiment, est-ce que je dois quitter mon plan chez Hostinger pour venir dans AWS? Est-ce que ça me coûtera cher? Est-ce que ça me coûtera pas cher? Est-ce que là, il fait les lift and shift? C'est quel type de migration qu'il va faire quand il parle d'un provider de colocation vers, vers le cloud? Alors, c'est vraiment dans cette direction-là que je posais la question pour savoir en fait si ça coûterait combien, plus cher, moins cher, par rapport à cette décision, par rapport à ces cas de figure-là. Alors, merci beaucoup pour cette question, mais c'est là vraiment où c'est tricky avec AWS, c'est que mais AWS offre tous les outils pour pouvoir évidemment projeter et puis essayer de voir combien est-ce que X ou Y migration vous coûterait. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui offre... alors, nous allons voir tout ça dans le détail. Quand est-ce que nous pouvons faire la migration et quand est-ce que nous ne pouvons pas faire la migration? Vous avez, par exemple, quelqu'un qui a une application chez Hostinger qui dépense peut-être $50 par an. Écoutez, peu importe la migration ou la stratégie que vous allez adopter chez AWS, ça va lui coûter un peu plus cher. Ça va toujours lui coûter un peu plus cher parce que vous alliez avec une simple instance couplée avec Route 53 ou tout ce que vous pouvez mettre, vous voulez installer WordPress dessus ou je ne sais pas, Drupal, évidemment que ça va coûter toujours un petit peu cher. Donc, alors, on ne dit pas que les petites entreprises ne peuvent pas aller dans le cloud, mais nous sommes en train ici de regarder vraiment le besoin de l'entreprise. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de pouvoir migrer dans le cloud? Si le besoin est de migrer dans le cloud, ça veut dire que nous avons besoin des avantages du cloud comme la résilience, euh, voilà, de retour euh, à la normale après une grosse panne. Et on analyse cela, on regarde les avantages du cloud, on se dit, bon, OK, on n'a pas ces avantages et puis on va migrer dans le cloud. Donc, il n'y a pas, en tout cas pour nous qui donnons des conseils aux clients, il n'y a pas comme ça pour vous dire, non, écoutez, une réponse oui ou non, voilà, ça va vous coûter plus cher ou moins cher, mais nous avons des outils évidemment pour analyser, pour vous dire que non, voilà, dans votre cas ici, évidemment, ça ferait sens de migrer vers le cloud ou non. Et nous allons voir tout cela pour voir est-ce que c'est toujours c'est un peu, on va dire un peu une idée reçue, hein. Quand nous aussi, on a appris le cloud pour la première fois, on se disait qu'il fallait tout migrer dans le cloud. Non, mais vous allez voir évidemment que ce n'est pas évidemment la solution. Est-ce qu'il faut tout migrer sur le cloud? Je vous dirais non. Mais est-ce que après avoir analysé, vous trouvez que votre application présente des difficultés? Évidemment que le cloud est une alternative plus que viable pour pouvoir résoudre le problème de votre application. Mais je pense qu'il y a une slide qui va répondre encore beaucoup plus en détail à votre question. Merci. Je vous en prie. Alors, on va avancer. Alors, c'est quoi le cloud refactoring? Alors, ici, on va parler vraiment de la définition donc, en termes simples. Alors, donc, le cloud refactoring, alors, trop souvent, je le disais tout à l'heure, le terme migration vers le cloud évoque simplement l'idée de prendre une application existante et la déplacer vers une infrastructure cloud. Ça, c'est quand on parle globalement un peu du terme de migration vers le cloud. Mais le cloud refactoring, l'avantage, c'est qu'il va au-delà de cela. Donc, alors, en termes simples, il s'agit du processus de restructuration et d'optimisation stratégique de vos applications existantes. Alors, il ne s'agit pas simplement de réécrire du code, mais de repenser votre architecture et votre infrastructure pour véritablement adopter les principes natifs du cloud. Donc, c'est un processus évolutif, ce qui signifie que nous n'avons pas à tout réécrire à partir de zéro. Il est motivé par
la valeur commerciale. Donc, nous refactorisons pour résoudre des problèmes spécifiques et atteindre des résultats commerciaux tangibles. Donc, on ne refactorise pas juste parce que, bon, le cloud, c'est fun, c'est bien, c'est la tendance. Non, on regarde les besoins. On se dit évidemment que nous avons des besoins, nous avons des problèmes à résoudre et nous voulons atteindre des résultats commerciaux parce que quand nous voulons que les gens puissent amener leurs applications dans le cloud, c'est pour qu'ils puissent vraiment pour qu'ils puissent bénéficier et gagner quelque chose. Il est itératif et incrémental. Donc, nous décomposons le parcours de refactorisation en étapes gérables et en apportant de la valeur au fur et à mesure. Donc, on ne va pas tout casser et puis voilà, recommencer à zéro. Non, on peut aller vraiment de façon itérative, incrémentale, petit à petit, et nous allons voir en avançant comment est-ce que cela est possible. Alors, quels sont les objectifs du cloud refactoring? Alors, les objectifs sont vraiment multiples. Tout d'abord, nous cherchons à optimiser les performances. Alors, le cloud offre des possibilités d'évolutivité et d'élasticité qui peuvent considérablement améliorer la réactivité et la vitesse de nos applications. Donc, alors, avec une adoption des services AWS modernes comme Lambda, EventBridge, avec des déploiements beaucoup plus rapides, avec le CI/CD, vous avez des code pipeline, code deploy, code build, avec tout ça là. Donc, le premier objectif vraiment du cloud refactoring, c'est que nous cherchons à améliorer les performances et la fiabilité de nos applications. Le deuxième objectif, c'est la question des coûts. Donc, on migre dans le cloud, ça fait sens de migrer dans le cloud quand nous pouvons réduire des coûts. Ça ne fait pas sens de migrer dans le cloud si nous allons encore rajouter de coûts supplémentaires à ce que nous avons. Alors, le coût, ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas la seule variable à considérer quand on migre dans le cloud, parce que parfois, pour certaines personnes, on regarde seulement le coût. Non, ça ne veut pas dire que forcément, quand ça coûte plus cher, il ne faut pas migrer dans le cloud. Non, mais évidemment, l'objectif de migrer dans le cloud, c'est de pouvoir réduire le coût en optimisant l'utilisation de ressources cloud. Nous pouvons vraiment réduire les dépenses inutiles et payer uniquement pour ce que nous utilisons. Et je pense que si vous avez entendu parler un peu de cloud, donc vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, je veux donner un petit exemple. Je me souviens, je vais parler d'un petit exemple. Par exemple, quand j'étais à Kinshasa, nous avons déployé une application à l'hôpital Monkole. Et donc, nous avions besoin de redondance. Monkole avait 2 branches et puis d'autres antennes. Et pour les serveurs seulement, nous avions dépensé à peu près $50,000, rien que pour les serveurs. Rien que pour les serveurs, parce que sans compter les prix de licence des systèmes, de la virtualisation, sans compter tout ce qu'il a fallu après pour les backups, tout ça là, acheter des NAS pour les fichiers. Donc, c'est généralement un coût très considérable. Et si vous migrez dans le cloud, ça, ce sont par exemple le genre de coûts que vous pouvez vraiment réduire. Donc, avec des services comme S3, Lambda, API Gateway, qui vous offrent vraiment le paiement à l'usage. Donc, vous payez seulement ce que vous utilisez au lieu de payer pour des ressources inutiles. Et dans ce cas ici, nous avions acheté des serveurs de très grande capacité et je ne me souviens pas que nous avions utilisé ce serveur à même à 30% de leur capacité. Donc, on avait des ressources inutiles qui étaient là-bas, inutilisées, et pour lesquelles nous avions dépensé de l'argent pour rien. Il y a ensuite le besoin d'accroître l'agilité et la capacité d'innovation. Alors, grâce vraiment à une base de code très moderne et avec une architecture découplée, le déploiement de nouvelles fonctionnalités sera vraiment grandement amélioré et on peut vraiment avoir une mise à l'échelle automatique, ce qu'on appelle autoscaling avec les load balancers. On peut avoir une très haute disponibilité avec le multi-AZ, multi-region, et puis on peut avoir vraiment
tirer l'avantage des architectures découplées avec des services comme Amazon SQS, SNS, EventBridge. Donc, c'est vraiment une des possibilités presque infinies. Alors, et finalement, l'un des objectifs, c'est vraiment moderniser les applications pour les rendre plus adaptées aux besoins actuels et futurs. Donc, euh, le souci, c'est de aussi moderniser les applications pour rester dans la course face à la compétition. Parce que euh, euh, avec des applications modernes, vous pouvez très facilement euh, vous adapter, vous ajuster, mettre à jour avec les dernières technologies, parce que AWS vraiment offre vraiment les dernières technologies et vous avez une base de support derrière vous qui vous aide vraiment à ce que votre migration vers le cloud soit vraiment l'une de plus faciles qui puisse exister. Alors, pourquoi faire le cloud refactoring? On a parlé des objectifs, on a parlé de la définition, mais pourquoi on va le faire? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de pouvoir le faire? Alors, ici, la question peut aussi être posée pour dire pourquoi ne pas tout simplement utiliser le lift and shift. Donc, prendre mon application, mettre sur EC2, je ne sais pas comment, un autre service, et puis je vais pourquoi je vais forcément faire le cloud refactoring. Alors, c'est euh, le, 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 le premier point, c'est que les applications traditionnelles que nous avons, pour la plupart des cas, elles ne sont vraiment pas conçues pour pouvoir s'adapter dans le cloud. Donc, alors, considérez le cloud refactoring un peu comme la clé pour libérer le véritable potentiel du cloud. Donc, ici, le but, c'est vraiment de reconstruire et d'optimiser stratégiquement vos applications pour qu'elles soient vraiment, qu'elles puissent vraiment s'adapter dans le cloud. Donc, c'est vraiment, comme je disais, vraiment une clé pour pouvoir faire avancer votre application. Alors, c'est une évolutivité vraiment améliorée pour gérer n'importe quelle charge, une résilience améliorée pour résister aux pannes, des coûts réduits, on a parlé de ça dans les objectifs, mais aussi euh, vous avez la possibilité de réduire votre dette technique, mais aussi de faciliter la maintenance de vos applications. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour ce que c'est que le cloud factoring? Je pense, et j'insiste encore dessus, qu'il est vraiment crucial de distinguer le cloud refactoring du replatforming. Donc, le replatforming va tout simplement dire impliquer des modifications minimum suffisantes pour faire fonctionner l'application dans le cloud. Tandis que le refactoring, lui, de l'autre côté, nécessite des modifications profondes du code pour optimiser l'application. Et donc, pour clarifier, quand nous parlons de refactoring, nous parlons de modification du code source. Et cela veut dire que dans la majorité des cas, cela implique que des développeurs vont devoir retravailler le code et parfois même que nous serons obligés d'engager d'autres personnes. Donc, j'insiste vraiment sur cet aspect parce que pour beaucoup de personnes, quand on parle de cloud refactoring, les personnes pensent au fait généralement à du replatforming. Donc, on prend tout simplement une application, on la met sur le cloud avec les mêmes configurations et puis ça commence à fonctionner. Non, ça, ce n'est pas le cloud refactoring. Alors, on va voir les bénéfices et les défis du cloud refactoring. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut, quels sont les bénéfices que nous offre le cloud refactoring et donc quels sont aussi les défis. Et on va aussi voir quand il faut migrer et quand il ne faut pas utiliser la refactorisation. Alors, les bénéfices du cloud refactoring pour une entreprise, euh, ils sont vraiment, vraiment, vraiment nombreux. Nous ne parlons pas ici des simples améliorations, mais nous parlons des transformations profondes, vraiment, qui peuvent avoir un impact significatif sur votre activité. Le premier bénéfice, c'est d'abord la scalabilité dynamique. Donc, alors, imaginez, je sais que je parle des fans de cloud, donc, et ce sont déjà des choses que vous savez. Alors,
imaginez une application qui s'adapte vraiment automatiquement aux variations de charge. Euh, alors, si vous avez déjà eu à déployer une application de grande envergure que des personnes utilisent, où vous ne pouvez pas parfois prédire le volume, je peux vous assurer que ceci est vraiment incroyable. Je me rappelle d'une petite histoire. Par exemple, quand Vodacom a lancé en RDC, ils ne s'attendaient pas au nombre d'abonnés qu'ils ont eu juste pour leur première année. Et quand ils ont eu le nombre d'abonnés qu'ils ont eu, leur HLR n'était plus suffisant pour un truc. Ils ont dû avoir un autre HLR et passer par tous les processus d'intégration. Et ça sont des histoires que vous pouvez oublier avec le cloud parce que le cloud s'adapte euh, automatiquement à tous les pics de trafic et vraiment même le plus intense. Donc, et l'avantage ici, c'est que c'est une scalabilité vraiment granulaire. Donc, chaque composant d'une application peut être augmenté ou diminué à la demande, offrant vraiment une efficacité inégalée. Ensuite, euh, nous avons la résilience. Alors, donc, dans le monde d'aujourd'hui, la disponibilité est vraiment cruciale. Donc, le cloud refactoring permet de concevoir des architectures hautement disponibles, vraiment avec des mécanismes de basculement automatique et des récupérations rapides, vraiment en cas de panne. Nous avons évidemment le coût, l'optimisation de coût, qui est un avantage majeur. Donc, en utilisant efficacement les ressources du cloud, nous pouvons éliminer les capacités inutilisées et vraiment réduire les dépenses. Et ensuite, nous avons l'accélération et l'innovation. Donc, grâce à l'automatisation et au cycle de développement vraiment raccourci, nous pouvons déployer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement et rester compétitifs. Et en plus, il permet une meilleure implémentation de la sécurité via l'utilisation de services gérés, voilà, qui vous enlèvent un peu tous les maux de tête où le cloud fait une grande partie du travail pour vous. Alors, donc, le résultat vraiment du cloud refactoring, c'est vraiment une amélioration de performance et une réduction de coûts, une augmentation de l'agilité et aussi vraiment une sécurité accrue. Parlons des défis du cloud refactoring. Alors, comme je disais ici, donc, le cloud refactoring n'a pas seulement des bénéfices, il y a aussi des défis. Donc, il est important d'être conscient de ces obstacles potentiels et de se préparer à les surmonter. Alors, tout d'abord, il y a la complexité de la réforme. Alors, donc, il s'agit vraiment d'un processus très exigeant qui nécessite une analyse approfondie des applications existantes. Donc, une refactorisation du code et une refonte des architectures. Donc, si vous prenez euh, vos temps pour analyser votre application et voir comment est-ce que vous pouvez la refaire sans la détruire, en fait. Donc, et cela demande une expertise technique pointue et une planification minutieuse. Ce que beaucoup d'entreprises n'ont pas. Donc, pour reprendre un peu aussi à la question de M. Gilbert aussi, c'est que ça, c'est aussi un problème, c'est que certaines entreprises n'ont pas tout ceci. Et pour avoir tout ceci, par exemple, il faut débourser des frais. Et quand on analyse, par exemple, sur la longue durée, peut-être que ce n'est pas une bonne décision à prendre en ce moment-là. Alors, il y a la gestion des interruptions, qui est un autre défi crucial. Donc, alors, c'est très essentiel de planifier vraiment les phases d'immigration de façon rigoureuse et de réaliser vraiment beaucoup de tests pour voilà, permettre de faire vraiment du basculement avec le plus voilà, le moins de perturbations possible. On parle de l'intégrité et la migration de données. Alors, donc, la migration de données, je peux vous assurer, je suis passé par là. Pour moi, c'est vraiment l'un des gros problèmes parce que vous allez vous retrouver dans des cas où vous devez quitter d'une certaine base de données à une autre. Par exemple, quitter de MySQL à Oracle, d'Oracle à, je sais pas, PostgreSQL ou peut-être d'une base de données SQL à une base de données NoSQL. Donc, c'est aussi un très, très grand défi. Et, et voilà, et tout en respectant voilà, la dépendance, la conformité, c'est vraiment un grand défi.
il y a aussi un autre grand défi qui est l'acquisition de nouvelles compétences. Et euh, de mon expérience ici à AWS, je peux vous dire que c'est les grands problèmes parce que beaucoup d'entreprises voilà, préfèrent ne pas former leurs employés et les garder, ce qui rend vraiment leur tâche très compliquée. Et donc, ça aussi, c'est un très, très grand défi parce qu'il faut investir de façon conséquente pour avoir des nouvelles compétences et, encore une fois, la gestion de la dette technique. Donc, si vous ne gérez pas votre dette technique, vous avez des problèmes avec votre application que vous ne fixez pas en amont et vous estimez que le cloud va faire cela automatiquement pour vous, eh bien, ça va être un grand défi pour vous permettre de vraiment faire du cloud refactoring avec succès. Donc, en étant conscient de ces défis et en adoptant une approche vraiment proactive, vous pouvez maximiser les chances de succès de votre projet de cloud refactoring. Alors, quand et quand n'est pas refactorisé? Ça, c'est vraiment très important. Alors, nous allons commencer d'abord par les situations où la refactorisation est pertinente. Alors, refactoriser seul quand si vous avez besoin de rendre votre système plus agile, plus facile à maintenir ou à faire évoluer, refactoriser est un bon choix. Cela permet de mieux intégrer de nouvelles pratiques ou de nouvelles technologies. Vous avez besoin de scalabilité et de performance. Quand l'application a du mal à monter en charge ou que ses performances ne suivent plus, il est temps de revoir son architecture en profondeur. Vous avez des problèmes d'innovation. Vous avez une application monolithe qui vous empêche d'innover. Alors, dans ce cas, l'application ralentit le développement de nouvelles fonctionnalités. C'est un signal fort. Refactoriser peut libérer ce potentiel d'innovation. Quand est-ce qu'il ne faut pas refactoriser? Quand le délai est trop court. Donc, si vous êtes dans une urgence de migration, mieux vaut commencer par un rehosting rapide, puis envisager une refactorisation plus tard. C'est très important parce que la refactorisation peut prendre beaucoup de temps, elle nécessite une étude minutieuse, tandis que le rehosting ou le platforming parfois peut être beaucoup plus facile à faire ou peut être plus rapide à faire que le refactoring. Alors, quand vous n'êtes pas sûr du retour sur investissement, alors si vous ne pouvez pas démontrer clairement la valeur ajoutée ou le retour sur investissement, il faut d'abord faire une analyse, comme on dit, une analyse TCO, Total Cost of Ownership. Donc, comment ça va vous coûter, combien ça va vous coûter, combien ça va vous permettre d'épargner. Donc, il faut faire cette analyse. Si vous n'êtes pas sûr, en tout cas, ce n'est pas une bonne décision de refactorer. Vous avez une application stable, peu critique ou en fin de vie. Donc, si l'application fonctionne bien, n'est pas critique ou elle est menée à être retirée prochainement, alors, dans ce cas, refactoriser ne vaut probablement pas l'effort parce que ça va vous prendre beaucoup d'efforts et l'application, elle est stable, elle est peu critique. Il n'y a pas un besoin de refactorer. Donc, ça ne fait pas sens de pouvoir refactorer. Donc, en résumé, refactoriser, oui, mais uniquement quand ça fait du sens stratégiquement et économiquement. Donc, vous le faites seulement quand ça fait du sens. Donc, l'entreprise peut gagner stratégiquement, mais aussi peut gagner en termes de coûts. Donc, ne le faites pas si ces avantages ne sont pas réunis. Alors, on va donc rapidement voir un peu les bonnes pratiques AWS. Alors, on va passer rapidement pour voir d'abord les principes fondamentaux de la refactorisation sur le cloud. Alors, la refactorisation sur le cloud est guidée par un ensemble de principes. Alors, on privilégie toujours l'architecture microservice. On privilégie la containerisation parce que cela permet un déploiement mais vraiment portable et cohérent. Ça vous donne une certaine portabilité
Et ça vous donne une certaine cohérence entre, les différents environnements. Vous avez par exemple l'informatique serverless. Donc, comme Lambda et tout ça là, ça nous permet d'exécuter du code sans gérer des serveurs et en optimisant les coûts et l'évolutivité. Nous avons aussi ce qu'on appelle conception API first, donc qui favorise ce qu'on appelle un peu loosely coupled, en français on va dire couplage lâche, donc des applications qui ne se servent pas les unes avec les autres, ou voilà, un service peut vraiment fonctionner, voilà, même si l'autre a des problèmes. On parle aussi de l'automatisation. Donc, vous avez l'automatisation vous avez les infrastructures as code, le pipeline CI/CD qui vous offre une efficacité et une certaine répétabilité. Ça veut dire que vous pouvez réutiliser les mêmes ressources et refaire la même chose. Vous avez des monitoring ou observabilité qui vous permet de monitorer vos applications. J'ai parcouru quand même quelques applications à Kinshasa, quelques entreprises. Ça, c'était vraiment un gros problème. Beaucoup d'entreprises n'avaient vraiment pas un système de log pour voir un peu comment est-ce que leurs applications performaient, étudier, voir comment les améliorer. Alors, méthodologie de refactoring dans AWS. Alors, on va voir un peu la vue d'ensemble de la méthodologie adoptée pour un projet de refactoring dans AWS. Et donc, chaque étape participe donc à la construction d'une architecture cloud beaucoup plus flexible, maintenable, évolutive. Alors, la première étape, c'est analyse de l'architecture existante. Donc, on donne des conseils aux clients pour pouvoir passer par le cloud. On leur dit, bon, écoutez, vous devez d'abord faire l'analyse de l'architecture existante. Donc, il est essentiel de réaliser une analyse approfondie de l'infrastructure et des applications existantes avant d'entamer tout projet de refactoring. Donc, cette démarche vraiment vous permet de faire un inventaire précis des services en place, des dépendances externes, des ressources utilisées. Donc, afin de vous permettre de repérer les goulots d'étranglement, les risques techniques et les éventuelles lacunes fonctionnelles. Donc, vraiment, l'objectif est d'identifier les points faibles. Là, vous avez besoin d'évolutivité, de performance, de coûts, et d'obtenir une vision claire de la complexité actuelle de votre application. Et voilà. Et de voir votre équipe, de saisir le besoin et les contraintes spécifiques, ce qui va vraiment vous permettre de vous orienter et de définir un plan d'action cohérent et adapté. Deuxième étape, le choix d'une stratégie de migration. Donc, alors, une fois l'état des lieux établi, il convient de choisir la stratégie de migration la plus pertinente. Donc, alors ici, dans ce cas, nous sommes en train de parler de refactoring. Donc, nous aurons déjà opté pour le refactoring, mais globalement, pour la migration, vous devez prendre le temps d'analyser et de décider quelle est la stratégie de migration. Donc, vous pouvez, pour le refactoring, commencer d'abord avec un replatforming et puis après commencer à aller vers le refactoring petit à petit. Donc, certaines organisations vont commencer avec du lift and shift et d'autres optent pour un refactoring progressif, voire une réécriture totale. Et comme nous le disions tout à l'heure, chaque option a ses avantages et ses inconvénients en termes de coût, de temps, de complexité et d'impact sur l'organisation. Donc, l'enjeu est donc de déterminer un plan de migration équilibré qui tient compte de besoins métiers, du niveau de compétence de l'équipe sur AWS, mais aussi et du niveau de tolérance au risque. Donc, alors, idéalement, la feuille de route est validée effectivement pour garantir un peu l'adhésion de tous les acteurs au sein de l'entreprise. Donc, c'est très important de faire valider ce plan avec tout le monde au sein de l'entreprise pour pas que vous soyez surpris quand il y a des risques et que les gens commencent à taper sur vous. Alors, vous avez le découpage en microservices, qui est aussi la prochaine étape. Donc, on conseille de pouvoir découper votre application en microservices, un peu ce qu'on appelle loosely coupled architecture, qui va vous permettre de pouvoir migrer facilement. On conseille, à la prochaine étape, d'automatiser
Ça veut dire que vous avez une infrastructure, vous savez déjà ce dont vous avez besoin. On vous conseille de pouvoir automatiser. On conseille de pouvoir utiliser Infrastructure as Code. Donc, et cela vous permet vraiment d'assurer une plus grande fiabilité et une meilleure traçabilité de changement euh, de votre infrastructure. Vous allez comprendre, je commence à aller très vite parce que j'ai vraiment compte qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, nous avons le monitoring, donc qui nous permet vraiment de voir comment est-ce que notre application se comporte et nous permet de voir vraiment des données fiables pour savoir mesurer effectivement l'avantage ou ce que nous gagnons en termes après avoir fait le refactoring. Alors, il y a plusieurs outils AWS pour la refactorisation, donc on va les voir très rapidement. Voilà, pour l'analyse de l'architecture existante, vous avez des outils comme AWS Application Discovery Service, vous avez Migration Hub, vous avez le Well Architected Tool. Quand vous avez besoin de choisir une stratégie de migration, vous avez des applications comme AWS Application Migration Service, vous avez Database Migration et beaucoup d'autres services. Pour les découpages en microservices, vous avez SQS, SNS, Lambda, API Gateway, beaucoup de services. Pour l'automatisation, vous avez le CI/CD qui vous permet avec les applications comme le Code Commit, évidemment, même si ça, AWS ne supporte plus ça, mais bon, voilà, c'est un service qui est là encore. Vous avez le code deploy, le code build, pipeline. Pour l'infrastructure as code, vous avez CloudFormation, AWS CDK. Pour le monitoring, vous avez Amazon CloudWatch, Amazon X-Ray. Donc, vous avez pour chaque étape, vous avez des outils qui sont à votre disposition pour pouvoir vous permettre de faire de la migration dans le cloud. Alors, Demo time, nous n'avons vraiment plus beaucoup de temps. Donc, je vais essayer vraiment de condenser rapidement. Monsieur Gilbert, il nous reste combien de minutes? Euh, normalement, on a déjà presque consommé 1 heure. C'est à peu près 20-30 minutes qui nous restent. Mais pour la présentation, vous pouvez avoir encore 10 ou 15 minutes pour la démo. Alors, vous préférez d'abord faire la démo et puis on va passer à la séance des questions-réponses après. D'accord, pas de souci. On va aller rapidement avec une petite démo pour gagner du temps. Alors, je vais voir. OK. Alors, voilà, je vais mettre mon web browser là. Donc, comme on n'a plus beaucoup de temps, je vais vraiment essayer d'expliquer globalement euh, comment on peut vraiment faire le refactoring, mais vraiment sans aller dans beaucoup plus de détails. Donc, je pourrais peut-être donner plus de détails pendant la séance de questions. Comme ça va nous permettre un peu de gagner du temps. Alors, nous avons une application. Ici, nous avons une application. euh, je suis en train de chercher. Alors, il y a cette application. Il y a une application Learn Angular from Scratch. Donc, qui est tout simplement une application. Alors, vous avez Learn Angular from Scratch et puis vous avez Learn how to build a main stack application. Alors, vous avez une application, vous avez un front-end Angular et puis vous avez un back-end en Node.js, donc une API qui vous permet, donc c'est vrai que c'est un peu mieux structuré, mais voilà, c'est un peu l'application que nous allons utiliser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai cette application. On va considérer que j'ai cette application sur mon serveur ou mes serveurs localement et je suis en train de vouloir refactorer cette application. Alors, donc, souvenez-vous, qu'est-ce que nous avons dit? Que la première étape, c'est de faire l'analyse et voir comment est-ce que, euh, quels sont les bénéfices que nous pouvons avoir, par exemple, à bouger cette application. Alors ici, c'est très compliqué parce que, bon, voilà, j'ai une application localement, on ne peut pas très bien faire l'analyse, mais
l'objectif, c'est de comprendre que la première étape, c'est de faire l'analyse. Alors, pour mon cas ici, j'ai mon application et j'estime, par exemple, que non, j'ai une difficulté, par exemple, de pouvoir m'adapter au pic de charge. Donc, j'ai une difficulté à pouvoir m'adapter au pic de charge. Donc, j'estime que pour moi, la meilleure solution dans ce cas ici, c'est de pouvoir aller dans le cloud. Parce que si je dois, par exemple, acheter de nouveaux serveurs, cela va me coûter plus cher, cela va me prendre beaucoup plus de temps. Donc, j'ai en quelque sorte tous les problèmes qui nécessitent le cloud factoring réunis. Et donc, j'estime que vraiment pour moi, le besoin, c'est de pouvoir euh, passer à la prochaine étape. Donc, je vais ouvrir euh, mon terminal. Ici, là-bas. Donc, bear with me. Voilà. Donc, alors, je vais donc cloner mes applications dans un dossier rapidement. Donc, je vais d'abord enlever celle que j'avais déjà. Tu vois? OK. Donc, je vais d'abord enlever les anciens dossiers. Comme ça, je vais reprendre à zéro parce que tout le monde essaie de voir un peu comment je vais faire. Alors, j'ai tous les problèmes réunis, donc je me dis, OK, pour moi, ce serait une bonne chose de pouvoir faire la migration. Donc, alors, comme nous avons dit que la première étape, c'est d'abord euh, d'avoir des microservices, de découper notre application en petits morceaux. Et ici, je suis bien parce que mon application, elle est déjà un peu en quelque sorte découpée en petits morceaux parce que j'ai un front-end Angular, j'ai un back-end à Node.js. Ce n'est pas l'idéal, mais au moins, j'ai une sorte de découplage. Donc, j'ai le front-end qui est de l'autre côté, j'ai l'API qui est de l'autre côté. Mais dans ce cas ici, euh, on va voir que si le API n'est pas là, le front-end ne fonctionne pas. Si la base de données n'est pas là, le API ne fonctionne pas. Donc, on va voir ça. Alors, je vais clone mon repository. Donc, je vais mettre ça de l'autre côté ici, comme ça, je peux voir facilement. Donc, voilà. Je vais clone mon... Ça, c'est mon API. Donc, je vais clone mon API. Et puis, je vais aussi clone mon front-end. Donc, quelques secondes. J'essaie de trouver le repository. Voilà, je l'ai. Et donc, je vais clone mon repository dans celui-ci. Donc, j'ai Learn Angular from Scratch API et puis j'ai Learn Angular from Scratch Web. Donc, j'ai mon API, j'ai mon front-end et puis aussi, évidemment, que j'ai besoin d'une base de données. Alors, j'ai eu un peu de difficulté pour installer le MongoDB sur mon ordinateur, donc j'ai plutôt utilisé un container. Donc, on va aussi voir ça. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais maintenant voir comment est-ce que je peux run mes deux services. Je vais run mon front-end et mon back-end et puis voir comment est-ce que ça va fonctionner. Donc, je vais d'abord installer le... Pardon, est-ce que tu peux zoomer l'écran, s'il te plaît? Ah, je vais voir ce que je peux faire. Faire un peu gros. Merci. C'est petit, hein? Ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Oh là 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 là.
OK. OK. Voilà. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est un C'est peu bon mieux, là? merci. C'est mieux comme ça? Ouais, merci beaucoup. Voilà. Voilà. J'en prie. Donc, voilà. C'est tout simplement. Donc, je vais. Voilà. Je crois que je vais faire npm install. Donc, je vais juste installer. Voilà. Donc, je vais juste installer Angular pour me permettre de pouvoir exécuter mon application. On va installer rapidement. Voilà, je vais lui donner quelle version de Node utiliser. Et puis, je vais installer toutes les dépendances. Donc, ici, c'est juste pour voir d'abord comment l'application fonctionne localement. Et puis, voilà. Donc, OK. Donc, voilà, notre application, normalement, devrait être prête à ouvrir. On va voir. Hop, qu'est-ce que j'ai écrit là-bas? Voilà. Oh, j'ai une erreur là. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, OK. Donc, voilà. J'utilise une version de Node beaucoup plus récente et il y a un petit problème avec cette version-là. Donc, je, je vais tout simplement mettre une variable environnement. OK. On voit. Ben, je crois que j'ai un problème avec le module Node Size. Je vais le désinstaller. Et je vais juste installer voilà. Je vais juste installer celui-ci. Donc, comprenez que c'est un projet très ancien, donc qui n'est pas régulièrement mis à jour. Donc, c'est comme ça qu'il a un peu des petits problèmes par-ci, par-là. Et on va faire fonctionner ça. Alors, donc, je vais vous montrer. Mon application est en train de fonctionner. Voilà, donc le front-end. Est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà le Oui, front-end. oui. Ouais, donc, Ouais, l'application ça est va. là. L'application est là. Donc, je vais essayer quelque chose. Taper ici. Voilà. Je n'ai rien parce que je n'ai pas encore mon API en amont. Donc, on va aller maintenant setup the API. On va aller setup the API. Donc, on va ouvrir. On va ouvrir une nouvelle tab ici. Et puis, on va aller maintenant dans notre API. Donc, on va aller dans notre API. On va lui donner, je crois qu'ici, on utilise une version un peu plus ancienne de Node. Donc, on va lui donner la version de Node à utiliser. Et puis, on va installer les dépendances. Et donc, on va run notre application ici. Voilà, notre API est là, elle est prête. On va voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, on a notre API qui est là, donc qui montre comment est-ce qu'il faut l'interroger avec toutes les méthodes, ainsi de suite. On va voir un peu si notre application ici fonctionne maintenant avec l'API. On va voir. Oh, toujours pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je pense parce que nous n'avons pas donné à notre application l'URL de l'API. Donc, je vais aller faire ça rapidement. Je vais
mettre mon virtual code ici, comme ça vous pouvez voir. Donc je vais aller dans environment, je vais y aller ici. Ok, voilà, donc là-bas, il faudrait que je mette l'URL ici. Donc voilà, je vais dire ok, voilà, c'est ça mon API. Et puis voilà, donc je vais mettre là. Et donc, je pense que ça devrait marcher. Donc, je vais faire un test maintenant. Oups, ça ne marche toujours pas. Si. Que je vais reprendre ici. Je vais prendre là. Et bizarrement, ça ne me donne pas. Je vais voir un peu c'est quoi le problème. Oh. Je suis en local, donc je ne devrais pas avoir besoin de core. C'est moi rapidement. Allez-y, pourquoi il utilise l'environnement core? Voilà, on va voir. Normalement, ça devrait marcher. Alors, for some reason, ça ne marche pas sur Firefox, mais je vais mettre plutôt mon Google Chrome, parce qu'apparemment, ça marche sur Google Chrome, for some reason. Donc, je ne comprends pas. Donc, ça, c'est sur Google Chrome. Donc, je peux... voilà. Donc, voilà. Sur Google Chrome, ça marche. Donc, on va utiliser Google Chrome. Je ne sais pas quel est le problème avec Firefox. Alors, ici, l'idée, c'est juste de montrer comment, voilà, bon, j'ai mon application qui fonctionne. Donc, j'ai une API, j'ai un front-end et puis j'ai une base de données en amont. Alors, on va passer par l'autre étape où on dit, est-ce que on peut tout simplement, quelle est la meilleure stratégie ici? Est-ce qu'il faut d'abord commencer par prendre le code, créer des API Gateway, faire Lambda? Alors, nous souvenez-vous que nous avons dit que nous devons aller avec une approche progressive, hein, une approche incrémentale. On ne va pas directement du coup. Alors, vous imaginez si nous devons créer des fonctions lambda, API Gateway, ça nous demanderait peut-être beaucoup plus de temps. Alors, quelle est la parade ou bien quelle est l'alternative pour aller progressivement? Ici, l'alternative, nous avons parlé avec vous pendant le slide, c'est de la containerisation. Donc, on va faire un container. On va faire un petit container qui va tout simplement packager notre application et qui va la permettre de continuer à fonctionner comme si de rien n'était. Peu importe l'environnement, l'application va toujours fonctionner de la même façon. Donc, on va faire des containers rapidement et puis on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, alors, j'ai ici, vous pouvez voir mon Docker.
comme j'avais dit que j'avais eu des difficultés à installer Mongo sur mon ordinateur, donc j'ai dû utiliser donc un container Mongo. Donc ça, c'était un container et l'application utilise actuellement ce container. Donc l'application se connecte à ces containers. Donc on va maintenant faire une image. Donc alors, je vais montrer comment faire une image. Alors pour faire une image, donc pour créer un container de notre application, nous allons utiliser ce qu'on appelle Docker. Donc nous avons Docker qui est déjà là. Euh, euh, et donc, nous allons utiliser Docker pour pouvoir créer un container. Et pour faire un container, il y a ce qu'on appelle euh, Dockerfile. Donc, on va faire un Dockerfile et ce Dockerfile va nous permettre de pouvoir créer notre container. Qu'est-ce qu'il y a dans le Dockerfile? Dans le Dockerfile, il y a tout simplement des instructions sur comment est-ce que le Docker doit packager votre application et en faire un container. Donc, on va ouvrir ici notre code. Donc, je vais arriver ici. Je vais ici, donc, root, dans le root directory. Non, non, pas ici. Je vais cliquer là-bas. On peut cliquer quelque part ici. Je vais dire. Voilà. Et puis, je vais mettre un fichier qui s'appelle Dockerfile. Donc, vous voyez déjà que ça prend la forme Dockerfile. Donc, on va tout simplement dire à notre Dockerfile comment est-ce qu'il doit se comporter. On lui dit, bon, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ceci, tu fais cela, tu fais cela, tu fais cela, tu fais cela, tu fais cela. Donc, c'est un peu ce que nous allons faire. Donc, dans ce cas ici, vous vous souvenez que, voilà, notre application a utilisé Node 23. Donc, on va faire cela. On va dire Docker, on va dire, bon, from Node. Donc, je vais faire tout ça rapidement parce que l'objectif, ce n'est pas d'apprendre le Docker, mais de voir un peu juste comment ça fonctionne. Donc, je pense que j'ai ce fichier quelque part. Je vais juste le copier pour que nous puissions aller rapidement. Puis, je vais peut-être l'expliquer un peu rapidement. Donc, je mets ici le directory. Souvenez-vous que nous avons eu ce problème ici quand nous essayons de lancer l'application. C'est pour cela que j'ai mis ça comme une variable d'environnement. J'ai détermine des fichiers à copier. Je dis qu'il faut qu'il installe Angular, qu'il installe le dépendance, ainsi de suite. Et puis ici, j'ai défini le port sur lequel il va pouvoir exposer notre container. Donc, je vais pouvoir sauvegarder ce fichier. Et donc, je vais maintenant build un container. Donc, je vais aller ici et encore ouvrir une autre table. Et je vais aller sur, voilà. Donc, là, ici, j'ai donc euh, je suis dans le fichier dans lequel j'ai mon Docker. Donc, je vais aussi créer un autre fichier pour dire à Docker ce il doit prendre et ne doit pas prendre. Donc, je vais créer un fichier Docker ignore. Donc, je vais créer un fichier Docker ignore. Et dans le fichier Docker ignore, je veux mettre ce que je ne veux pas que mon Docker puisse prendre. Je vais lui donner, dire ça. OK, ça, tu ne prends pas. Alors, je vais sauvegarder ça. Donc, je vais revenir ici. Donc, je vais construire un container avec mon application. Donc, je vais prendre mon application, je vais la containeriser, je vais faire tout simplement un petit container. Alors, on attend le temps que ça puisse s'exécuter. Vous pouvez voir ici l'évolution, ça montre tout ce qu'il faut, installation de package et tout ça là. Donc, alors, euh, je vais maintenant exécuter mon container. Euh, euh, je
Je vais utiliser l'image que j'ai créée là-bas pour maintenant exécuter mon conteneur. Je peux maintenant revenir ici sur, je vais prendre Docker, l'amener ici. Et vous pouvez voir que ici, j'ai créé une image qui s'appelle Node LFS Web. Donc, cette image, maintenant, peut être utilisée pour créer cette application à l'infini. C'est-à-dire qu'avec ces petites images que j'ai créées, je peux créer autant de conteneurs que je veux. Ici, vous pouvez voir ici, j'ai créé mon conteneur qui est là. Donc, je vais arrêter maintenant mon application que j'avais avant pour voir maintenant si les conteneurs réagissent normalement. Donc, je vais aller ici. Je vais ici arrêter mon application Angular. Donc, je vais revenir ici. Si j'actualise, je vais revenir. Est-ce que je vais prendre Firefox? Plutôt truc. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai arrêté mon application de l'autre côté ici. Je l'ai arrêté. Je n'utilise plus mon application localement, mais vous pouvez voir que mon site est toujours accessible. Mon site est toujours accessible. Il est accessible pourquoi? Parce que maintenant, là, c'est le conteneur que je viens de créer qui est tout simplement en train de servir. Donc, si j'arrête ces conteneurs ici et que je reviens ici, j'actualise. J'attends que mon conteneur s'arrête. Voilà, il est arrêté. J'actualise. Vous pouvez voir que ça ne marche pas. Donc, si je restart mon conteneur ici et que je viens là-bas, j'actualise, vous pouvez voir que ça marche. Donc, je peux ici encore continuer à fonctionner avec mon application. Vous pouvez voir comment, voilà, ça continue à fonctionner. Donc, j'ai mon application. Je peux faire la même chose pour mon API. Donc, je peux faire la même chose pour mon API. Je peux aussi dire, OK, je vais prendre aussi l'API, je vais en faire un container. Donc, je vais montrer encore un petit exemple pour l'API, comment est-ce qu'on peut aussi en faire un container, et puis avoir et puis avoir maintenant plusieurs containers qu'on peut maintenant bouger. Alors, AWS dans tout ça. Donc, j'ai mon container. Vous vous souvenez que dans AWS, nous avons ce que nous appelons ECR, qui est tout simplement un container registry. Donc, vous pouvez créer vos containers localement, comme mon container avec mon application. Je prends cette image, je la pousse dans AWS, et puis après, cette image maintenant me permet de pouvoir créer autant de containers que je veux dans AWS. Donc, ça veut dire que dans ce cas ici, nous aurons fait du refactoring, nous sommes allés de façon incrémentale, nous avons notre application, nous avons créé des containers et cette application est en train de fonctionner sur AWS. Alors, donc, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais juste montrer comment est-ce qu'on peut pousser l'image localement sur AWS et puis après, bon, cette image peut être utilisée pour créer des containers maintenant avec AWS ECS, Fargate et ainsi de suite. Donc, je vais faire ça et je vais voir. Donc, alors, vous voyez là, j'ai mon repository. Donc, je n'ai pas d'image ici. Vous pouvez voir AWS montre ici comment est-ce que vous pouvez, vous connecter pour pousser. Donc, je vais copier cette commande qui est déjà faite pour moi avec mon account ID. Donc, je vais aller ici. Je vais me connecter à ma console AWS et on me dit Login succeeded. Quelle est la deuxième commande? La deuxième commande, c'est build. J'ai déjà build mon container, donc je n'ai pas besoin de build. On me dit qu'il faut taguer les containers. Donc, je vais prendre ici, je vais taguer mon container. Alors, mon image plutôt, voulais-je dire. Donc, mon image, la mienne, elle s'appelle LAFS Web. Je pense Node Web. Je vais voir un peu encore le nom. Ça s'appelle, mon image s'appelle Node LAFS Web. Donc, je vais faire ça. Je vais dire OK. Donc, je vais dire voilà, Node LAFS Web. Et je vais, voilà, je vais l'appeler ici. Donc, je vais, donc, voilà,
je vais avoir Node LAFS de l'autre côté là-bas. Je vais donc taguer mon image parce que AWS demande de taguer l'image avant de l'envoyer. Et puis, je vais push mon image dans mon registry. Je vais push mon image. Donc, je vais faire ici le nom qui est Node LAFS. C'est dit. Oh, hop, hop. Je devais plutôt garder le nom qui est là-bas. Oh, ouais. Oh, désolé. Je devais normalement garder le même nom. Donc, je vais rebuild tout simplement l'image pour... comme ça va me permettre d'aller plus rapidement. Donc, je vais rebuild mon image avec, avec le nom qui est dans mon repository là-bas parce qu'il n'arrive pas à trouver ça. Donc, je vais rebuild mon image. Donc, voilà, c'est parfait. Mon image est build. Je vais la taguer. Je vais taguer mon image et puis je vais la push. Alors, vous pouvez voir que il va push mon image. Donc ici, nous avons toute une application avec toutes les dépendances, avec tout qui va être transféré à AWS et qui peut fonctionner de la même façon que nous l'avions localement sans aucun problème. Et qui peut être vraiment ajusté pour pouvoir s'adapter aux différents pics, pour pouvoir... il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat. Je ne vois pas le chat. Oui. Docker permet de contenir, tandis que Kubernetes permet de gérer ces conteneurs en production. Ah, ok. Je pense que on a répondu à cette question-là. Alors, donc, si je viens ici, j'actualise, vous pouvez voir que j'ai mon image qui est là. Et donc, avec cette image, je peux, avec ICS, je peux maintenant créer des task definition en utilisant cette image. Je peux, donc, j'ai maintenant des options plus qu'illimitées avec cette image. Donc, je peux maintenant facilement porter mon application sur le cloud très facilement. Donc, ça, c'est une option. Alors, on se dit, bon, OK, voilà, on finit, on fait un container, on prend notre application, on la met sur AWS, et puis, bon, après, après on avance. Mais après, bon, on se dit, ben, est-ce que c'est l'idéal? Comme on a dit qu'on va de façon itérative, on se dit, ben, est-ce que c'est l'idéal? On se dit, non, peut-être ce n'est pas l'idéal. Il faut maintenant aller vers une architecture serverless. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, que nous allons voir comment est-ce que nous pouvons maintenant utiliser ça pour avoir une application serverless. Donc, pour cela, j'avais déjà des fonctions lambda. Alors, ici, c'est tout simplement une application qui crée des questions et des réponses. Donc, nous avons lambda qui est là. J'ai créé différentes fonctions pour... donc, dans ce cas ici, on n'a plus besoin de tout notre code, notre JS que nous avions ici pour notre API et tout ce qui va avec. On a tout simplement remplacé tout ça là par des fonctions. Donc, on n'a plus besoin de toute cette architecture, on n'a plus besoin de serveurs, on a tout simplement des fonctions qui vont fonctionner de façon vraiment indépendante. Ça veut dire que dans ce cas, si une personne n'est pas en mesure de supprimer si par exemple la fonction supprimer par exemple une question ou une réponse ne fonctionne pas, sans aucun problème, les autres fonctionnalités peuvent continuer à fonctionner. Ce que nous n'avons par exemple pas avec, avec les applications monolithiques, parce qu'avec les monolithes, dès qu'il y a un problème dans une fonction, ça break généralement tout le reste de l'application. Donc, on a nos lambda functions qui sont là. On a aussi besoin d'un API gateway. Donc, dans ce cas ici, maintenant, on va définir nos routes. Comment est-ce qu'on va accéder à notre API? J'avais déjà créé tout ça parce qu'elle a demandé beaucoup de temps pour créer. Donc, nous avons notre API qui est là-bas. Nous avons pour les questions, pour les réponses, ainsi de suite. Alors, donc, pour notre application, dans ce cas ici, nous pouvons maintenant passer, par exemple, à un site statique avec S3. Donc, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut migrer notre application qui est là, la mettre sur S3 et puis la faire fonctionner avec API Gateway et Lambda. Donc, pour cela, on a une API qui est là. On va d'abord déployer notre API. Donc, je vais venir ici.
je vais faire stage, je vais appeler ce stage API. Donc, je vais déployer mon API et je vais avoir ici l'URL d'invocation. Je vais revenir dans mon code de l'application. Donc, ici, je vais la déployer. Je vais aller dans l'environnement prod. Je vais remplacer cette URL par mon URL d'invocation. Je vais enlever les API parce que selon la configuration de cette application, elle-même va ajouter /API. Donc, pas besoin de mettre le /API. Donc, je vais maintenant build cette application pour maintenant la mettre dans S3. Donc, je vais la build pour maintenant pouvoir la mettre dans S3. Et ça va me permettre de pouvoir utiliser une architecture totalement serverless. Donc, on va build pour la production. J'ai encore, je pense qu'il y a encore une petite modification à faire dedans là-bas. Ouais, je pense que oui, c'est bon de ce côté. Voilà, donc je vais build mon application. Il ne faut pas suivre ces rouges-là, c'est tout simplement des problèmes de version, Node, Angular et tout ce qui va avec, mais bon, ça fonctionne. Voilà, donc ici, j'ai build mon application, je peux maintenant la porter sur S3. Donc, vous avez vu dans ce cas que nous avions une API, nous avons un front-end, nous avions une base de données et tout ça là. Et sur AWS, on a décidé de refactorer. Et puis, bon, on se retrouve avec une API Gateway serverless, on a des fonctions lambda serverless, on a une base de données DynamoDB qui est là-bas. Avec tout ça, on a plutôt des tables DynamoDB, on a 2 tables donc, qui vont scale automatiquement, qui vont gérer toutes les sortes de pics sans que nous puissions nous inquiéter de quoi que ce soit. Donc, on va aller maintenant sur S3 pour pouvoir mettre notre site. Donc, on va créer un bucket. On va l'appeler Lafes Web, des chiffres comme ça. Et puis, on va créer notre bucket. Donc, on va le bucketer là. On va pouvoir maintenant upload notre application que nous venons de produire. Donc, on va venir ici. On va add all, ajouter le dossier, upload. Voilà. Donc, on a mis, on a créé notre, on a mis nos fichiers. Donc, maintenant, on va activer l'option site statique pour S3. Donc, on va aller là-bas, on va dire OK, enable static hosting. On va définir notre fichier ici pour le fichier d'accueil. Donc, on va avoir ici donc, le lien pour notre site. Alors, donc, évidemment que S3 va refuser parce qu'on n'a pas encore défini les permissions. Donc, on va venir ici. On va dire OK parce que là, on a tout le public access qui est bloqué. On va unblock ça. Et puis, on va ajouter un bucket policy qui va permettre un peu de get les objects. Donc, on va venir mettre ça ici. On va le mettre là-bas. On va remplacer juste par... Et voilà, ça, c'est notre bucket.
Donc, j'avais déjà un petit PAL ici, déjà écrit quelque part. Je vais juste le copier et puis changer juste le nom du packet. Voilà, on le met ici et puis on save the changes. Alors là, normalement, notre bucket devait être accessible. Et vous pouvez déjà voir ici que j'ai déjà certaines questions. Si je vais ici dans DynamoDB, vous pouvez voir que je prends la table de questions par exemple. Vous pouvez voir que ces questions que j'ai ici, what is an Angular, the question and answer, vous pouvez voir que ces questions sont ici. Je peux aussi ajouter une question. Voilà. Je ne sais pas pour quelle raison, mais hier, j'ai vu qu'il y a un petit bug. Quand j'ajoute une question, elle ne s'affiche pas automatiquement, elle fait que je revienne. Donc, voilà. La question que je viens d'ajouter ici, vous pouvez voir qu'elle est là. On peut la upvote, la downvote. Donc, j'ai quitté d'une application monolithe qui était un peu peut-être mieux structurée, mais une application monolithe vers des containers, une application containerized. Et aujourd'hui, maintenant là, je suis maintenant vers une application totalement serverless. Donc, ça veut dire que on peut vraiment aller de façon incrémentale, petit à petit, jusqu'à obtenir une migration, un refactoring optimal avec des solutions, serverless comme AWS Lambda, API Gateway, DynamoDB et beaucoup d'autres. Et avec tout ça, là, nous avons le monitoring. On peut vraiment faire évoluer l'application selon nos besoins. Donc, je pense que j'ai fini par là. Merci beaucoup pour Merci. l'attention. Des questions à Merci. vous maintenant. C'était très long, mais il fallait quand même qu'on fasse ça. Donc, je vous écoute. Merci beaucoup, merci Monsieur Pierrot. En tout cas, on a dépassé, nous nous excusons à tout le monde, on a dépassé juste un petit peu des 4 minutes notre deadline. Autorisez-nous encore, s'il vous plaît, 15 minutes pour prendre deux, trois petites questions. J'ai laissé Monsieur Pierrot finir parce qu'on aura besoin de cet enregistrement pour partager à tout le monde, pour revoir le lab et pour que tout le monde puisse refaire ça quand ils auront le temps. Alors, merci beaucoup, monsieur Pirot. Alors, je prends deux questions. Vous levez la main. Je prends deux questions et trois questions et voilà, trois questions. Et puis, moi, je poserai la dernière question puis on va partir. Monsieur Pirot, je vous exhorterai d'être un peu plus bref dans les questions pour permettre à ce que tout le monde puisse poser des questions et qu'on ne puisse pas déborder dans les temps. Alors, Pas de je souci. prends, malheureusement, pour les personnes qui ont posé des questions sur les chats, ça sera très compliqué pour moi de lire. J'ai préféré pour que vous puissiez lever la main, comme ça on prendra trois questions à poser. Je commence par Monsieur Nathan, ensuite Monsieur Joël va poser la question. Monsieur Nathan, vous avez la parole. Une question, s'il vous plaît. Ok, merci pour la parole. Je me déplaçais parce que là où j'étais, il y avait beaucoup de bruit. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Ok, j'ai deux questions, mais je vais poser seulement une seule. Et ma question a deux volets. La question est celle de savoir si, pour qu'une entreprise puisse migrer en fait son infra ou bien ses applications dans les clouds, il faut qu'il y ait forcément au sein de l'entreprise un adepte du cloud ou bien, je ne sais pas si, bon, les deuxièmes volets tout justement, je ne sais pas si AWS par exemple a prévu, mais c'est pas un support qui peut permettre à une entreprise qui n'a carrément aucune connaissance dans les clouds, AWS, de migrer son infra ou bien ses applications dans les clouds. C'est ça ma question. Alors, merci beaucoup, Monsieur Nathan. Une question très intéressante. Alors, pour qu'une entreprise puisse migrer son infrastructure dans le cloud, elle n'a pas forcément besoin d'avoir un expert parce que AWS met à la disposition des entreprises des experts. Nous avons les solution architects qui peuvent venir analyser votre infrastructure et décider quelle est la meilleure infrastructure pour vous
décider comment est-ce que vous pouvez procéder. Nous avons qui peuvent vous aider dans la migration de données, peuvent vous aider dans beaucoup de choses. Nous avons les Technical Account Managers qui sont là pour s'assurer que, évidemment, ils coordonnent avec les solution architects, avec les support pour vous donner tout ce qu'il faut. Mais évidemment, vous allez pouvoir maintenir votre environnement seul parce que nous pouvons vous aider dans le premier pas, vous donner les directives, vous aider pour pouvoir migrer votre infrastructure dans le cloud. Nous pouvons vous dire ce qu'il faut. Mais pour maintenir cette architecture, pour qu'elle puisse continuer, vous avez forcément besoin d'avoir quelqu'un dans votre équipe qui connaît le cloud. Si vous n'avez pas quelqu'un dans votre équipe qui maîtrise le cloud, dans ce cas, vous avez besoin peut-être de pouvoir chercher voilà, une entreprise spécifique qui travaille dans ça pour faire cela. AWS peut vous aider dans la migration, mais d'ailleurs, donc, de cette migration-là, nous allons vous donner des conseils, vous donner la directive, définir une stratégie ensemble avec vous. Donc, mais le centre, c'est toujours le client. Donc, pour être bref, je pense que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui maîtrise le cloud dans votre équipe pour faire une migration à succès. OK, merci beaucoup, M. Pierrot. Alors, je prends M. Joël, ensuite ça sera Néhémie, puis Ezer. Ça seront là les 4 questions qu'on va prendre pour la séance question. Monsieur Joël, vous avez la parole. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Ouais, d'abord, merci beaucoup à M. Pierrot. Très belle présentation. C'était vraiment très enrichissant. Donc, ma question, disons que c'est plutôt une préoccupation, parce que je sais qu'AWS fait beaucoup d'efforts sur le fait de laisser libre la migration entre différents providers. En fait, je voudrais savoir qu'est-ce qui est mis en place, surtout du côté serverless, qui faciliterait, ou plutôt qui allégerait le vendor lock-in dans le cas où une personne est vraiment dans le serverless chez AWS et qu'il voudrait sortir. Pas bien suivi la préoccupation. Est-ce que vous pouvez reprendre? Non, Ma préoccupation, oui. Donc, je disais, qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que d'abord, être en serverless sur AWS n'est pas, je ne sais pas comment dire le terme en français, le vendor lock-in, genre on n'est pas trop verrouillé sur AWS quand on est en mode serverless? Si oui, qu'est-ce qui est mis en place pour faciliter la migration si jamais un client voudrait sortir? Alors, donc, vous n'êtes pas. Alors, le AWS comment je veux dire, le serverless chez AWS vous laisse cette liberté parce que c'est le code comme vous avez les langages communs que nous utilisons. Vous avez le Python, vous avez les Node.js, vous avez tout ce que vous avez. Donc, vous avez la liberté d'utiliser les mêmes technologies que vous avez toujours utilisées. Et donc, si vous voulez aujourd'hui migrer vers un autre provider cloud, évidemment que vous pouvez utiliser vos fonctions existantes selon les autres providers cloud avec le code que vous avez parce que c'est un code standard qui peut être utilisé de l'autre côté. Mais évidemment, en l'adaptant pour le nouveau cloud provider. Donc, AWS n'a pas des stratégies pour pouvoir empêcher les clients de pouvoir choisir leur provider cloud, mais AWS offre tout simplement des meilleurs services et offre autour de vous un environnement et un espace qui vous permet au fait d'avoir toutes les réponses à toutes les préoccupations que vous pouvez avoir sur AWS pour que vous puissiez vous sentir vraiment considéré. Ici, à Amazon, on dit toujours que we start with the customer, we work backwards. Ça veut dire que le client est vraiment la priorité. Et donc, nous avons toute une infrastructure autour de vous pour vous assurer vraiment que vous avez le nécessaire pour que vous puissiez réussir dans le cloud avec AWS. Mais si avec ça, vous n'êtes pas content, vous estimez que vous pouvez aller de l'autre côté, désolé, nous n'avons pas d'autre stratégie pour vous bloquer. Vous pouvez vraiment migrer votre application vers une autre infrastructure sans beaucoup de problèmes. J'espère que j'ai rencontré la préoccupation. J'ai eu un peu de difficulté à saisir la question. Non, c'était vraiment ça ma préoccupation. Merci beaucoup. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Pierrot. Nous passons à M. Néhémie qui va poser sa question, puis ce sera M. Ezer. Une question, s'il vous plaît. Bonjour à tous. On m'entend très bien? Oui, on vous attend. Oui, essayez un petit peu de hausser le ton, juste un peu. Oui, alors,
merci pour la présentation, elle était très bonne. J'ai beaucoup appris et ma question en tout cas est de savoir, vous avez dit lors de la présentation que la première étape dans une refactorisation, c'est d'analyser l'architecture existante. Et tout à l'heure, nous avons vu avec une application, une démo Angular, JS, vous avez fait évoluer du monolithique vers du container puis du serverless. Alors, c'est passé très vite. Ma question est de savoir comment vous décidez concrètement quelle partie du code à extraire en premier. Est-ce que vous utilisez des outils que vous avez cités lors de la présentation ou ça se fait en fait de manière manuelle ou basée sur les métiers? Merci beaucoup. Très, très, très bonne question. Très, très bonne question, M. Némi. Alors, j'ai dans la présentation, j'ai donné qu'il y a beaucoup d'outils que AWS vous offre, mais aussi il y a beaucoup de supports que AWS vous offre pour vous permettre de faire la migration. Alors, quand je parlais d'analyse, ça veut dire qu'il y a d'abord des outils qui vous permettent de faire votre inventaire. Inventaire, ça veut dire que de comprendre, d'étudier votre application, de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. AWS ne connaît pas votre application. Vous connaissez votre application. Donc, c'est votre décision de pouvoir se dire, OK, pour l'instant, voilà ce que nous avons et voilà comment est-ce que nous pouvons migrer. Et donc, si vous avez bien suivi, j'ai dit que si, par exemple, vous ne savez pas encore comment est-ce que vous allez procéder, la première étape serait, par exemple, de passer par du replatforming. Ça veut dire que vous prenez une instance ici, tout, vous installez, si vous êtes sur Windows, vous installez Windows Server, vous installez Linux ou selon le système que vous utilisez, vous mettez votre application là-bas. Cela vous permet maintenant de pouvoir, par exemple, commencer à collecter les logs et voir le monitoring, comment est-ce que votre application fonctionne. Cela va vous permettre, par exemple, de comprendre, par exemple, que vous avez beaucoup de difficultés avec votre base de données qui prend, par exemple, beaucoup de temps à réagir. Et donc, cela vous permet de dire, voilà, la base de données prend beaucoup de temps, donc ça serait la première étape. Donc, dans ce cas, on va enlever la base de données sur le serveur ici, tout, et on va le mettre, par exemple, sur une instance gérée de RDS, ou bien, par exemple, une instance gérée, par exemple, voilà, de DynamoDB. Donc, et ça, ainsi de suite. Vous voyez par exemple que non, vous avez une application d'achat, mais le checkout process vous prend beaucoup plus de temps. Quand vous analysez, vous voyez par exemple que non, il y a beaucoup de dépendances, ainsi de suite. Vous dites non. Alors, dans ce cas, au lieu que nous ayons un checkout qui prend beaucoup de temps comme ça, on va faire par exemple une fonction lambda. Et comme j'ai dit que la première étape, c'est l'analyse, la deuxième étape, c'est le microservice. Ça veut dire que regardez votre application. Comment est-ce que vous pouvez la découper? Vous avez une application, par exemple, par exemple d'achat, donc il y a l'authentification d'utilisateur, il y a l'enregistrement. Comment vous pouvez découper tout ça en petits morceaux? Découper la partie inscription, découper la partie connexion, découper la partie achat, découper la partie like de produit, découper la partie... Donc, ainsi de suite. Et cela vous permet maintenant de voir comment est-ce que vous pouvez, par quoi vous pouvez commencer et comment est-ce que vous pouvez aller rapidement. Mais j'ai aussi insisté sur le fait que cela demande des connaissances techniques pointues. Il faut vraiment avoir une connaissance très pointue de votre système, mais aussi une très bonne connaissance de AWS pour vous permettre de prendre des bonnes décisions. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Je pense que c'est le tour de Ezer maintenant, M. Gilbert. Allô, bonjour. Bonjour, Ezer. Ok, merci beaucoup, M. Ndibidi, pour la présentation. Elle était très intéressante. Alors, moi, j'ai une question. Dans le cadre d'une migration vers le cloud, je voulais savoir en fait, si c'est nécessaire de procéder à l'e-platforming ou l'e-refactoring si notre infrastructure est déjà gérée via en fait, les IAC, l'infrastructure as a code. Est-ce que cela facilite ou remplace en partie ces étapes-là? Oui, évidemment que avec l'infrastructure as code, nous avons listé l'infrastructure as code comme une des options à utiliser pour un refactoring successful. Parce qu'avec l'infrastructure as code, c'est un des avantages du cloud. Parce qu'au lieu, par exemple, un petit exemple, si vous parlez d'infrastructure as code, ça veut dire que vous connaissez déjà un peu les avantages. Ça veut dire que prenons le cas, par exemple, aujourd'hui, vous avez une grande application sur un gros serveur. Vous avez un volume qui augmente et vous avez besoin d'avoir peut-être cette application sur un autre serveur. Vous voyez ce que ça vous demande. Vous devez réinstaller ces serveurs, vous devez refaire ainsi de suite. Ça vous prend beaucoup plus de temps. Avec Infrastructure as Code, par exemple, vous pouvez facilement déployer des serveurs, déployer des architectures complexes très rapidement.
Donc, évidemment, l'infrastructure as code, c'est vraiment, vraiment, mais une des très grandes clés du refactoring et ça peut vraiment faciliter et comme on aime dire en anglais, seamless. Ça veut dire que ça glisse, ça va vraiment très bien, ça vous permet vraiment de faciliter les déploiements. D'ailleurs, c'est un peu vers ça que l'on tend. Ça veut dire que quand vous avez découpé votre application en microservices, quand vous avez peut-être des containers ou bien vous avez des fonctions, la prochaine étape, c'est d'avoir une infrastructure as code. Vous avez un stack. Vous avez votre stack avec tout ce qu'il faut. Donc, à tout moment, quand vous voulez déployer votre application, vous cliquez dessus, vous avez votre application en quelques minutes, ready to go, et puis elle commence à fonctionner. Donc, c'est vraiment un très grand avantage. Si une entreprise a déjà infrastructure as code, vraiment, ils peuvent très facilement faire du refactoring avec ça déjà. D'accord, Alors, merci beaucoup. merci beaucoup. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. Merci à tous. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Pirot, d'avoir intervenu. Ça a été un privilège pour nous de vous recevoir et en tout cas, on a beaucoup appris. Les meet-up a été enregistré, ça sera mis sur YouTube. Nous allons partager les liens sur LinkedIn. Aujourd'hui, on ne va pas faire l'exercice de l'autre fois parce que je sais qu'il a plu. Certaines personnes ne sont pas dans leurs endroits respectifs où ils suivent les meet-up. Mais nous vous disons à la semaine prochaine, nous allons recevoir un leader aussi d'une grande entreprise ici aussi qui va nous partager sur l'expérience client et les sujets et sera partagé sur LinkedIn pendant la semaine. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Pirot. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous allez intervenir. Nous reviendrons bientôt. Et déjà, je profite pour vous demander introduire mon invitation pour les Community Day qui va se passer en novembre. Je pense que vous aurez même un talk ou bien dans un panel de partage. J'espère que vous n'allez pas nous décevoir. Non, Euh, non, je sais pas. Bon, vous avez fini ce que je voulais oui, dire un petit oui, truc oui, rapidement. oui, oui, oui. Oui, donc, je voulais juste vraiment dire merci pour l'opportunité. C'est vraiment un privilège pour moi de give back to the community. Tout ce que nous voulons, c'est vraiment partager ce que nous avons et puis vraiment. Et je suis très fier de vous. J'ai suivi la communauté vraiment de temps en temps. J'ai vu vos publications avec toutes les certifications que vous avez engrangées. Je suis très fier de vous et ce sont vraiment de très belles initiatives. Ça me rappelle encore en 2000, je crois, 11 ou 10, où nous avions un groupe de Java Developers à Kinshasa. Nous avons fait beaucoup de conférences et c'était vraiment intéressant. Ça m'a fait beaucoup de plaisir et j'espère vraiment que je peux, en tout cas, à plusieurs occasions, contribuer vraiment à ce que ce groupe puisse se développer. Et je remercie tout le monde qui est présent à cette présentation. Je suis disponible. Je vais passer mes contacts à Monsieur Gilbert qui peut mettre s'il y a un groupe comme ça. Vous avez besoin, vous avez des questions, vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me contacter à tout moment en tout cas. Merci, je suis vraiment très content. Merci beaucoup, monsieur Pirot. Merci à tout le monde d'être connecté. Vous ne manquez jamais à nos meet-up et on se dit à samedi prochain. Merci beaucoup. Ouais, merci, Merci. salut, au revoir. Merci. Merci. Merci.